Hello Virginie, merci de m'accorder un petit peu de ton temps aujourd'hui pour répondre à mes petites questions. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter de la manière qui te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, je suis coach, thérapeute PNL, donc je fais de la programmation neurolinguistique. Je m'occupe de mamans, j'aide les mamans qui sont un petit peu perdues de vue, en fait, à renouer et puis à comprendre leurs besoins, leurs envies. Ça va leur permettre de retrouver un équilibre, en fait, dans leurs différentes vies, je dis souvent, dans leurs différents rôles, puisque quand on est maman, bah, on est femme, on est peut-être compagne, on est professionnel, voilà, on a un travail, enfin, on a plein de casquettes comme ça. Et donc, j'aide ces mamans à retrouver un équilibre dans tout ça, quoi, pour finalement s'épanouir, principalement dans leur maternité, puisque c'est souvent des mamans qui arrivent à un état d'épuisement assez important, parce qu'elles font passer tout le monde avant elles. Et voilà, je les aide un petit peu à se reconnecter à elles-mêmes. Super. Qu'est-ce qui t'a motivé du coup à aider ce profil de femmes, donc les mamans en particulier, et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer en tant qu'entrepreneur? Alors, eh ben, écoute, c'est deux questions très différentes, mais finalement qui se rejoignent. Euh, j'ai euh, j'ai euh, j'ai eu un bébé il y a 2 ans et demi maintenant, et je vis à l'étranger. Donc voilà, j'ai ici ma seule famille, c'était mon mari, et donc je me suis retrouvée très seule en fait. Dès la grossesse, puisque j'ai été alitée à 5 mois de grossesse, donc j'étais enfermée chez moi, je ne pouvais plus aller au travail ni rien. Et voilà, et je me suis rendu compte que j'étais extrêmement seule. Et quand mon bébé est arrivé, mon mari a réussi à obtenir 15 jours de son employeur. Et donc, au bout de 15 jours, j'étais de nouveau toute seule avec un bébé, voilà, nouveau-né, quoi. Donc, c'était très, très, très dur. Et j'avais mes parents sur Skype et voilà, mais C'est pas il y avait pareil. personne là physiquement, quoi. Donc c'était très compliqué, très compliqué. Et en fait, je me suis totalement, voilà, totalement épuisée parce que je suis rentrée dans une dynamique de la maman parfaite. Voilà, faut que je tienne tout, faut que je tienne le coup surtout. Et pour mon bébé, pour mon bébé, pour mon bébé, et je vivais plus du tout, quoi. Mhm. Et donc, bah, j'ai pété un plomb, hein, normal. Et j'ai commencé, en fait, pendant ma grossesse, même avant, pardon, avant ma grossesse, bien avant ma grossesse, j'ai eu un premier contact avec la PNL, justement, parce que j'ai arrêté de fumer. Donc, à peu près 1 an avant ma grossesse. Et le processus, en fait, ça m'avait intéressé, quoi, puisque la PNL, c'est donc une branche de l'hypnose, mais on est dans le conscient, on n'est pas du tout dans la communication avec l'inconscient comme le fait l'hypnothérapeute, mais on communique avec le conscient pour ensuite aller chercher dans l'inconscient. Et moi, ça me parlait beaucoup plus. Et voilà. Et donc, quand je me suis retrouvée alitée pendant ma grossesse, eh bien, j'avais pas de grand-chose à faire. Donc, j'ai commencé un petit peu à me renseigner, à regarder un petit peu de plus près ce que c'était. Et, euh, et puis bah, parallèlement à ça, donc, j'étais dans un boulot qui me convenait pas du tout. C'était vraiment un travail alimentaire, hein, donc je ne m'épanouissais absolument pas. Au contraire, ça me prenait énormément d'énergie et les gens et tout, en fait. Tout vraiment le package, quoi, ça me bouffait complètement mon énergie. Donc, je pense que j'avais aussi cette idée de faire autre chose et puis de prendre mon indépendance finalement, en fait. J'avais plus envie de travailler pour quelqu'un, quoi. Mais bon, comme souvent, je savais à peu près ce dont j'avais pas envie, mais je ne savais pas vraiment de quoi j'avais envie. Ouais. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps à définir et j'ai commencé, donc quand je me suis installée en tant que coach, j'ai passé mes certifs et tout ça, quoi, voilà.
Et j'ai monté mon auto-entreprise donc je suis coach depuis un petit peu plus de 2 ans et ça fait 1 an que je suis auto-entrepreneuse. Et j'ai commencé avec les fumeurs, en fait, les fumeuses, plus précisément les fumeuses, puisque c'est comme ça que j'avais connu la PNL et que c'était un sujet voilà, que je connaissais par cœur, qui me parlait. Et en cours de route, je me suis rendu compte que finalement, ça me parlait plus tant que ça, que c'était vraiment derrière moi et que j'avais pas le mojo, quoi. J'avais pas le feeling, j'avais pas le truc. Et j'ai un petit peu discuté avec des amis comme ça et j'ai une copine qui m'a dit, mais pourquoi tu travailles pas avec des mamans voilà, qui ont du mal avec des bébés, quoi. Tu es tout le temps en train de donner des conseils, il y a plein de gens qui te demandent par rapport au bébé et tout ça. Et c'est vrai que je ne m'en rendais pas compte, en fait, mais il y avait énormément de dames autour de moi qui me demandaient des conseils, je pense, peut-être parce que je suis étrangère, peut-être que donc j'ai une autre façon de faire. Enfin, voilà, il y a toute une aura un peu autour de ça. Et donc, c'est parti de ça, en fait, où je me suis dit, bah, effectivement, oui, enfin, j'en connais un rayon, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, moi, dès que j'ai su que j'étais enceinte, en fait, je me suis renseignée sur tout, vraiment tout. Donc, voilà, j'ai pas mal de connaissances. J'ai aussi mon expérience personnelle, évidemment. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, quoi, de fil en aiguille. Et parler de l'épuisement maternel parce que bah, je l'ai vécu, quoi. Donc, encore une fois, voilà, c'est quelque chose que je peux partager. Voilà, je pense que pardon, je m'identifie bien et les mamans s'identifient aussi à moi, quoi. Donc, il y a un bon feeling, en fait, tout de suite. On se rend compte que, oui, voilà, c'est « Ah, toi aussi ». Enfin, tout de suite, on comprend tout de suite de quoi l'autre parle. Donc, c'est souvent des mamans qui ont du mal à mettre les mots, en fait, Ok. sur leur souffrance. Donc, le fait de parler à quelqu'un qui est capable de finir leur phrase, j'ai envie de dire, même si c'est pas ce que je fais, parce que le thérapeute se comporte pas comme ça, mais voilà, je sais à peu près où elles vont, donc j'arrive bien ouais, à cadrer, à, à les amener à mettre des mots justement sur ce qui leur fait mal. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Je suis un peu partie dans tous les sens, mais Tu as très bien répondu. je suis comme ça. C'est très bien. Ok. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières quand tu t'es lancée en tant que femme? En tant que femme, alors je réfléchis un petit peu. Pas nécessairement. Non, parce que alors oui, peut-être au début, quand je m'occupais des fumeurs, enfin des fumeuses, c'est un peu pour ça que je suis partie sur le public féminin finalement. Mhm. Euh, alors mon souci à moi, c'est peut-être pas ce qu'on attend de ma réponse, mais mon souci à moi, j'avais un public beaucoup plus masculin justement, les fumeurs, il y a plus d'hommes que de femmes, il semblerait, qui cherchaient à arrêter en tout cas. Et j'avais un peu de mal à me... Excuse-moi, je suis enrouée aujourd'hui. Pardon. J'avais un peu de mal justement à m'identifier, enfin réellement, quoi, à créer ce lien que j'ai avec le public féminin. Je ne sais pas, la communication ne se fait pas de la même manière. Et, et c'est vrai que j'avais alors, je pense que ça venait de moi, hein, mais c'est vrai que les discussions avaient toujours tendance à tourner un petit peu d'une manière, voilà, enfin, à sortir du cadre, quoi. Donc, voilà, c'était un petit peu compliqué de ce côté-là. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que travailler avec des femmes, ça me permettait encore une fois, ça, de vraiment, voilà, d'être je ne veux pas dire l'empathie, parce que j'ai évidemment de l'empathie avec les hommes aussi, c'est pas ça,
mais au niveau vraiment de l'identification, je pense que c'est pas, ça se passe pas de la même manière, quoi. Et on n'a pas non plus la même manière de réfléchir, de travailler sur soi. Il y avait un gros souci au niveau de ça. Les hommes, la remise en question, puis alors, je ne veux pas faire de généralité, bien entendu. Hein. C'est les personnes avec qui j'ai échangé, et voilà, dans ce cadre-là, qui étaient quand même beaucoup plus sceptiques finalement que les femmes qui pouvaient être plus ouvertes à quelque chose de nouveau, quoi. Parce que la PNL, C'est pas très c'est pas répandu. encore très connu, donc voilà. Et puis bah, oui, j'avais plus des retours masculins un peu voilà, sceptiques, quoi, on va dire. Donc ça m'a posé un petit souci là, mais plus au niveau de ma cible, quoi. Qui est-ce que j'avais vraiment envie d'aider? Mais moi, en tant que femme, pas particulièrement, non, parce que je sais pas, je me positionne pas non plus en tant que, enfin, je faisais pas ce travail-là en tant que femme, quoi. Je me présentais en tant que coach, que thérapeute, donc je ne mettais pas ça forcément en avant. Maintenant, quand je travaille avec les mamans, bah, c'est mon rôle de maman, quoi. Donc oui, femme, oui. Pour le coup, voilà, parler de maternité, bon, enfin de maternité, là, dans les thématiques qui m'intéressent moi, euh, c'est pas du tout masculin. Donc, la question se pose pas, en fait. Non. Voilà. Non, je pense pas avoir rencontré un problème particulier par rapport à ça. Tant mieux. Tant mieux, ouais, ouais, ouais. Mais je pense que j'ai pas non plus la... Je sais pas. Je suis un peu à l'aise avec tout le monde, finalement. J'ai pas... Je sais pas. Tu vois, c'est marrant, c'est une question que je me suis peut-être pas posée de ma féminité, quoi. Est-ce que je pense pas, ouais, je sais pas, peut-être parce que je la mets pas en avant particulièrement, peut-être que parce que j'en sais rien, je sais pas, mais voilà, j'ai pas, ou peut-être que je reçois pas les messages non plus. Après, bah, je pense qu'on rentre aussi dans l'idée d'estime et de confiance en soi, quoi, parce que peut-être qu'il y a des remarques que j'aurais pu prendre. Voilà, tu dis ça parce que je suis une femme, mais en fait, je ne me positionne pas comme ça, quoi. Donc, voilà, non, ça ne m'a pas posé problème. Je posais la question parce qu'en fait, il y a des domaines, notamment le domaine du sport, où on me disait, c'est vrai Ah qu'en oui, tant que femme, quand je suis arrivée, on ouais, mettait ma légitimité en doute, mes compétences, ouais, parce que j'étais une femme. Donc je me suis dit, voilà, comme tu as commencé avec des fumeurs et des choses comme ça, peut-être que tu as aussi été confrontée à ce genre de Chez les choses. fumeurs, ce que je te disais, hein, il y a quand même plus de. Enfin, moi, j'avais beaucoup plus d'hommes. Et effectivement, alors c'était marrant parce que je me souviens d'un client qui me disait, qui au départ était extrêmement sceptique et qui était pourtant allé voir un hypno plusieurs fois et qui m'avait dit, voilà, pour différentes choses, mais pour la cigarette, ça n'avait pas fonctionné. Et du coup, voilà, il se tournait un petit peu vers autre chose. Et je lui avais parlé de la PNL, etc. etc. Et autant l'hypno, alors son hypno, c'était un mec. Mhm. Donc, effectivement, ouais, dans son discours, en fait, lui, il rattachait ça un petit peu à, tu sais, à la santé, comme un médecin, hein, enfin, voilà, quelque Ouais. chose comme ça. Et du coup une femme, mais pour le coup, je suis même pas sûre que ça soit le fait que je suis une femme, mais plus peut-être mon âge, il me trouvait un peu jeune. Voilà, il avait des réflexions parfois un peu aussi condescendantes, tu sais. Mais je pense que c'était plus peut-être par rapport à mon âge, alors que je suis pas si jeune que ça. Mais voilà, je ne sais pas. Pour lui, j'étais plus jeune que ce dont j'ai l'air. Et ouais, je pense que c'était plus lié à ça que finalement au fait que je suis une femme. Ouais. Ok. Tu parlais du coup avant de la confiance et de l'image de soi. C'est Ouais. quoi du coup ta vision sur ces sujets-là? Alors, ma vision à moi.
Bah écoute, moi en fait ce que j'enseigne, ce que j'explique à mes mamans, c'est que tout part de la confiance en soi. En fait, je distingue estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi. Il y a vraiment les trois aspects. Mais pour moi, tout part de la confiance. Donc, la confiance en soi, ça va reposer sur nos capacités, sur ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend, comme n'importe quoi, en fait, et qui se développe. Et en développant cette confiance, on va s'estimer d'une meilleure façon, parce on va se donner plus de valeur, on va se rendre compte qu'on est capable de faire plus de choses. Euh, et puis, ça va entraîner forcément l'affirmation de soi, qui est la dernière partie, en fait, hein, qui est la confrontation aux autres, quoi, qui est la partie un peu sociale, quoi. On s'affirme par rapport à un groupe. Donc, donc pour moi, ouais, tout part de la confiance en soi, mais les trois sont quand même indispensables pour avoir un équilibre. Je pense que des mamans que j'ai aidées jusqu'à aujourd'hui, alors soit elles avaient carrément un problème dans les trois, dans les trois domaines, mais c'était donc un problème de confiance en soi. Donc j'ai envie de dire ça se règle facilement parce que la confiance en soi, en fait, quand on a les bons outils, quand on sait où chercher, on se rend compte qu'en fait, on en a tous, on en a toutes de la confiance en soi. C'est juste que on l'a peut-être pas dans tous les domaines et que du coup, voilà, on peut parfois se dire, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en soi parce qu'on est confronté à des situations où cette confiance, on l'a perdue, ou on ne l'a pas développée. Mais on l'a quand même en nous, cette capacité à ouais, faire face à des choses, quoi. Donc, il y a forcément au moins un domaine dans lequel on a assez de confiance, que ce soit faire des crêpes ou, je sais pas, voilà, ça peut être des toutes petites choses, mais, ou bien ça peut être des grandes choses aussi. On peut être, je sais pas, quelqu'un qui mène des gros projets, par exemple, ou voilà, qui est capable de diriger une équipe. Enfin, ça se situe vraiment à différents niveaux et c'est propre à la personne. Mais en tout cas, cette confiance, elle est là. Elle est là. Il suffit juste d'aller savoir en fait où la chercher et pour l'exacerber, quoi, pour la travailler un petit peu, pour la muscler et pour développer ensuite, voilà, estime et affirmation et retrouver bah, cet équilibre où finalement bah, finalement, quand tu trouves cet équilibre, tu arrives même à lâcher prise, notamment par rapport à ton image. euh, et puis plein de choses, quoi. C'est plein de choses, surtout chez les mamans, en fait. Il y a les mamans en situation d'épuisement, en fait. Elles ont bah, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le syndrome de la maman parfaite, hein. C'est, voilà, il faut assumer, en fait, hein. C'est hyper compliqué, la maternité, parce que quand on est enceinte, je ne sais pas si tu as des enfants toi-même. Non. Alors, quand on est enceinte, bah, voilà, tu as tout le monde autour de toi, tu as les médecins, mais tu as aussi des gens qui vont venir te voir, tu dégages quelque chose, tu portes la vie. Donc voilà. D'un point de vue animal, tu procrées, quoi. Donc, la société te protège, voilà, tu es soutenu. Et à partir du moment où tu accouches, et c'est quasiment dans la seconde finalement, dès que ton bébé est né, toute l'attention, tout le soutien se porte sur le bébé. Ok. Et toi, tu te retrouves un peu, bon, bah ok, bah, je vais rentrer chez moi, parce que voilà. Et donc déjà, tu as ça. Et puis en plus de ça, tu es dans la seconde, on te demande d'être responsable d'un autre être humain, d'être capable de tout faire, de savoir tout, alors que bah,
tant qu'on n'est pas maman, on ne sait pas ce que c'est que d'être maman, ça, on ne l'apprend pas. Enfin, voilà. Et même si on a des copines ou même si dans la famille on en parle, bah, on ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'a pas d'enfant, quoi. Surtout comme ça, 24 heures sur 24, tout petit. Enfin, voilà, c'est pas comme garder. Moi, j'étais gardé mes neveux. Enfin, voilà, j'avais toujours beaucoup d'enfants autour de moi, mais c'est pas pareil quand tu as le tien qui est nouveau-né. Et donc, ça, c'est super dur parce que tu te retrouves finalement toute seule. Euh, la société te met une pression quand même sur les épaules parce que, bah voilà, si tu n'es pas dispo, parce qu'il y a des mamans, le congé mater en France, c'est 3 mois. Donc, voilà, au bout de 3 mois, bah, si tu as envie de retourner au boulot, il y a des mamans qui ont envie de retourner au boulot, qui veulent retrouver une vie sociale, et c'est tout à fait OK. Sauf que bah, on va leur dire, mais attends, tu abandonnes ton enfant. Mm. Tu veux allaiter, on va te dire, mais voilà, il ne te lâchera plus. Tu veux pas allaiter, t'es horrible. Enfin, quoi que tu fasses, en fait, c'est pas bien. Ouais. Il y a toujours quelqu'un pour te dire que c'est pas, c'est pas ce qu'il faut faire. Et du coup, enfin, c'est une situation qui se retrouve surtout pour le premier enfant, hein. Parce que quand on a plusieurs, bon, tu as déjà un peu d'expérience, donc t'es quand même, justement, tu as gagné un peu de confiance en toi sur ce sujet-là. Mais pour le premier, c'est hyper difficile à gérer parce que tu as plein de choses qui se passent et les hormones, tu as ton propre corps qui te lâche aussi parce que tu as mal partout, parce que la grossesse, c'est 9 mois. L'accouchement en lui-même, c'est voilà, tu as l'impression qu'il y a un camion qui t'est passé dessus. Je ne parle pas des césariennes et des cicatrices diverses, hein, donc il faut quand même récupérer. Tu as mal partout et il faut que tu sois opérationnel, quoi. Et ne sachant pas quoi faire. Donc c'est super déstabilisant. Et là-dessus, tu rajoutes les hormones. Donc, bon, voilà, c'est le cocktail. Ouais, c'est le craquage assuré. Je connais aucune maman qui n'a pas pleuré toutes les larmes de son corps pendant les 3 premiers mois de vie de son bébé, hein, sans parler de dépression postpartum et tout ça. Mais c'est super difficile. C'est une période qui est vraiment très, très, très difficile. Et, euh, et voilà, ouais. Bah, gagner ouais, de la confiance en soi et se rendre compte finalement qu'être la mère parfaite, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et ben, ça te permet de lâcher prise sur plein de choses, quoi, parce que tu te rends compte que tu es un être humain comme les autres et qu'il n'y a personne qui fait ça, quoi. On ne demande jamais à personne de faire ça, de faire tant de choses, quoi, de ce qu'on demande aux mamans. Donc là, il y a la pression sociale, il y a la pression de la famille parfois, et puis il y a la pression que la maman elle se met elle-même, parce que bah voilà, j'ai la responsabilité d'une vie, quoi, d'une vie humaine, donc ouais, c'est beaucoup quoi à porter, parce que bah, voilà, tu as des mamans qui vont être tout de suite dans l'hypervigilance, par exemple, des mamans qui vont pas dormir du D'accord. tout, qui regardent leur bébé constamment parce qu'elles ont peur qu'il meure ou qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc, elles ne mangent plus, elles ne dorment plus, mais c'est des jours et des jours, quoi. C'est pas juste de nuit blanche, quoi. C'est vraiment. Et puis voilà, après le traumatisme du corps, vivre ça, c'est vraiment. C'est super compliqué à gérer, quoi. C'est hyper compliqué, il faut énormément de soutien, même pour des... Évidemment, toutes les mamans ne le vivent pas de la même manière. Il y a des mamans qui ne passent pas par cette phase-là et c'est super, c'est super. Et pour les mamans qui rentrent dans le cercle vicieux, finalement, de se mettre cette pression et ouais, d'être dans le jugement, d'être vraiment dans une énergie très négative, dans des émotions qui sont énergivores, quoi. Donc ça va leur prendre encore plus d'énergie. Et c'est des mamans voilà, que je retrouve moi en coaching qui sont complètement vidées, en fait. Vidées et qui savent plus quoi faire d'elles-mêmes, quoi. Mm. Elles ont plus d'envie, elles savent pas. Euh, en fait, elles ont vécu pour leurs enfants
pendant X temps. Donc, c'est des mamans, j'ai des mamans qui ont des ados, hein, c'est pas que des petits. Hein. D'ailleurs, j'ai pas vraiment de maman avec des petits, mais voilà, il y a des années qui se sont passées, elles se sont complètement oubliées, elles ont fait passer tout le monde avant elles, enfants, famille, tout. Parfois même le boulot, enfin voilà, c'est des mamans, c'est des personnes qui finalement, elles s'effacent petit à petit, elles s'effacent de leur propre vie, quoi. Ouais. Et elles deviennent un peu spectatrices. Alors, il y en a qui tombent en dépression. Il y en a d'autres qui vont vivre comme ça pendant un temps, un peu dans les limbes, quoi, à pas savoir quoi faire d'elles-mêmes, ouais, c'est ça, vider, quoi, vider, plus d'envie en fait, hein. Donc plus de relations non plus, ni avec les enfants, ni dans le couple, ça pèse énormément sur les couples. Il y a beaucoup de divorces, enfin, c'est vraiment la maternité, c'est un sujet très, 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 très vaste et parce que ça touche en fait toute la famille, c'est pas juste la maman, c'est pas juste l'enfant, c'est vraiment il y a une ramification énorme, quoi. Et ça touche vraiment ouais, tous les aspects de la vie. Donc, puisqu'on va nous dire, ouais, voilà, on va parfois demander à la maman d'arrêter de travailler. Ou alors de travailler pour payer la crèche, donc il y a la culpabilité, enfin voilà, et tout ça, ça pèse sur la mère dans notre société patriarcale, n'est-ce pas? Voilà, tout ça, c'est la mère, c'est qui doit porter ça, quoi. Et trouver cette confiance en soi, développer ça, ça permet de dire merde, quoi, en fait, hein, puis de se lâcher la grappe, quoi, de se dire ouais, mais moi aussi j'ai le droit de me planter et c'est pas la fin du monde et voilà, mes enfants ils vont bien, ils ont de quoi manger, ils sont heureux, c'est ce qui compte, quoi. Je suis pas obligée de repasser les chaussettes et puis je sais pas quoi, enfin voilà, parce qu'il y a tout un truc des règles comme ça qu'on s'impose alors que finalement c'est pas ça la maternité, quoi, c'est pas important, c'est pas ça qui est important. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais bon. Tu y réponds, ne t'en fais pas. Ok. Faut me dire, hein. Reviens, reviens. Moi, je te laisse parler, hein. D'accord. Bah, si jamais on se rend compte que tu n'as pas vraiment répondu à la question, je te la reposerai en disant est-ce que tu peux peut-être préciser ce point, mais c'est bon. Ok, ok, ok. Est-ce que pour toi, il faut avoir confiance en soi pour se lancer, du coup, en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'il faut avoir confiance en soi pour se lancer? Euh, hmm. En tant qu'entrepreneur ou autre chose, hein, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il faut avoir de la confiance en soi pour se lancer tout court, hein? J'ai envie de dire oui et non, parce que, enfin, faut croire en soi, oui, évidemment. Si tu pars en te disant que tu n'y arriveras pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Après, encore une fois, on rejoint voilà, le syndrome de l'enfant parfait, de la femme parfaite, de l'entrepreneuse parfaite. Voilà. Mon, mon- mon credo, c'est un peu on veut du fait, pas du parfait. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est l'action, c'est de passer à l'action. Mm. Tout n'est pas obligé d'être à 100% cadré et genre, tu as vraiment. Euh, Tu vois, par exemple, quand j'ai lancé mon coaching pour les fumeurs, euh, je voulais à tout prix avoir un programme qui soit vraiment calé, que tout soit bien fait, machin, nanana. Et donc, j'ai passé un temps fou à faire ça. Et au final j'ai fait très, 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 très peu d'accompagnement, très peu, sous forme de programme, de ce gros truc, quoi. Je faisais beaucoup de séances comme ça, mais le gros programme, je crois que j'en ai vendu moins de 10, hein, alors que j'y ai passé vraiment un temps fou.
Et j'avais payé des formations. Enfin, voilà, je m'étais investie autant de ma personne que financièrement. J'étais vraiment, voilà, il me faut un truc carré, il faut montrer que je suis pro, machin, que je sais de quoi je parle, nanana. Et en faisant, je me suis rendu compte que bah, de toute façon, les gens comment dire, le premier contact se faisait en direct dans une conversation. Donc, les gens, en fait, se rendaient compte que je savais de quoi je parle rien qu'en discutant avec moi, finalement. Et ce programme, c'était pas du tout. Moi, je voyais ça vraiment comme une carte de visite, finalement, quoi, comme on va me connaître par ce programme, tu vois. Mm. Et en fait, non, ça se passe complètement à l'envers. Je pense que, après, bon, voilà, moi, je parle de mon expérience et moi, j'utilise les réseaux sociaux hein, puisque je suis à l'étranger, je ne suis pas en France, donc je ne peux pas utiliser, je ne sais pas, peut-être que je ferai de la publicité dans les journaux ou quoi, ou voilà, j'en sais rien. Peut-être que je laisserai mes cartes de visite quelque part, mais bon, je ne suis pas physiquement là. Donc, j'utilise les réseaux. Et dans ce cadre-là, finalement, bah, est-ce qu'il faut avoir de la confiance? Je pense qu'il faut avoir assez de confiance, c'est-à-dire assez de compétences finalement, pour, pour se sentir un petit peu, oui, voilà, assez sûr de soi. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de blinder à mort et de se dire bah, tant que j'ai pas atteint tel niveau ou tant que j'ai pas tel diplôme ça c'est tout des blocages quoi. C'est tout des croyances finalement. Il y a énormément de coachs qui se sont lancés, qui sont des grands noms aujourd'hui et qui se sont lancés comme ça quoi. Ils n'avaient pas de référence particulière ou quoi. Après, l'entrepreneuriat, bon, de toute manière, je veux dire, dans le domaine professionnel, il faut quand même que tu aies, oui, un minimum de confiance, enfin, de connaissances dans ton domaine, parce que sinon, bah, ça va se voir tout de suite, hein, c'est pas viable. Après, ça s'appelle le charlatanisme, si tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah. Donc, dans ce sens-là, oui, un minimum de confiance, un minimum de compétences, quoi, de connaissances, et voilà, dans son domaine, ouais. Ouais, ouais. Ok. Tu disais que tu utilisais du coup les réseaux sociaux pour communiquer, te faire connaître et trouver tes clients. Est-ce que tu utilises des photos de toi? Donc, est-ce que d'une certaine manière, tu utilises ton image pour avoir des clients? Et si c'est le cas, est-ce que tu fais des photos toute seule en mode vraiment spontané ou est-ce que de temps en temps, tu payes peut-être un professionnel pour avoir des photos de meilleure qualité? Je le mets vraiment entre guillemets parce que Ouais. il y a peut-être une meilleure qualité d'image sur certaines choses, mais c'est pas forcément qualité mieux par rapport à l'émotion que tu peux faire passer ou des choses comme ça Mhm. dans d'autres circonstances. Alors, bon, déjà, je suis dans un domaine, en fait, la maternité, en fait, si tu observes un petit peu, si tu fais un peu des recherches sur Internet, bon, je ne suis pas la seule à faire ça, évidemment, et c'est souvent bah, justement, les mamans vont utiliser leur image, mais aussi l'image de leurs enfants Mhm. pour voilà, justement, l'identification et tout ça. Et moi, c'est quelque chose que je refuse de faire, en fait. Je ne veux pas utiliser mon fils pour mon business parce que, voilà, c'est pas son rôle et je ne veux pas le faire. Alors, il y a une photo de lui. J'ai ma bannière Facebook où je suis avec mon fils. C'est la seule photo que vous verrez de lui, où il était assez petit et voilà. Mais et mon image à moi, finalement, je j'ai jamais été. C'est un peu ce que je te disais au début, en fait. Je pense que euh, je sais pas. Peut-être parce que j'ai grandi avec l'idée que bah, moi, j'ai jamais été, tu sais, la jolie du groupe, quoi. Tu vois, j'ai jamais été. Bon, moi, j'étais toujours un peu la copine ou j'étais celle qui était marrante, j'étais celle qui était intelligente, mais j'étais jamais citée en tant Ouais. qu'exemple, on va dire,
physique. Et peut-être que j'ai grandi avec cette idée que finalement mon image n'a pas de valeur, n'amène pas d'interaction, n'amène pas de réaction. Donc, je sais pas, peut-être que c'est ça, mais je suis pas non plus hyper fan en fait Alors, il y a des photos de moi, il y en a quelques-unes, mais il y en a vraiment très très peu en fait. Ça va être dans des moments particuliers. Ça va être, par exemple, quand c'était les fêtes, voilà, j'ai fait un selfie Noël, quoi, voilà. Enfin, c'est très ponctuel, en fait. J'ai pas, non, je fonctionne beaucoup avec des visuels que je crée moi-même. Et les photos, c'est vraiment, vraiment, vraiment ponctuel, quoi. Vraiment, vraiment. C'est pas du tout. Donc, c'est moi hein, qui fais toute seule. Voilà, je prends pas. J'avais pensé en fait à faire tu sais, des jolies photos, voilà, avec un ou une professionnelle. Euh, mais je pense que ça sera peut-être dans un deuxième temps quand je suis en train de développer un site. Donc, peut-être lié à ça, voilà où j'aurais besoin, je pense, parce que visuellement c'est plus joli et que voilà, de faire ça avec quelqu'un qui s'y connaît. Hein. D'ailleurs, bah, tu vois, la luminosité, elle est atroce. Je ne suis pas du tout. Bon, euh, oui, je sais pas. Sans être. Alors, je suis pas du tout complexée. Je suis pas du tout dans cette dynamique-là. Je me trouve pas plus moche que quelqu'un d'autre. C'est pas du tout ça. C'est juste que je pense que oui, j'ai pas appris en fait à utiliser mon image pour obtenir quelque chose finalement. Donc, même si c'est obtenir une interaction, en fait, hein, je sais pas. Je passe beaucoup par l'écrit. Je fais aussi des vidéos, mais c'est pareil, c'est assez rare. Et puis bon, la qualité, elle est. Voilà, hein, bon, ça se travaille, mais elle est vraiment pas terrible. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est le message finalement. C'est pas la tête que j'ai, c'est pas. Enfin, j'accorde pas d'importance à ça, quoi. Donc voilà, ouais, j'ai, mais vraiment très très peu, très très peu. Ok. Est-ce que tu aurais un message à ton toi d'il y a 10 ans? À mon moi d'il y a 10 ans. Alors, mon moi d'il y a 10 ans, eh bien, écoute, je suis en train de renouveler mon passeport, donc c'est te dire, donc 10 ans. Hein, je venais d'arriver, en fait, ça faisait un an déjà que j'étais ici, et je ne faisais pas du tout, je dirigeais un centre culturel français, donc rien à voir. En fait, j'étais prof de français pour les étrangers, donc totalement rien à voir. Je suis linguiste de formation, voilà. Euh, et alors, qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Je me suis souvent posé la question, en fait, hein, mais c'est un peu ce que je dis à mes mamans aussi, quoi. Il y a pas de... Là, on vient peut-être à la question du choix, voilà, les choix qu'on fait dans la vie, etc. Et c'est quelque chose dont je parle beaucoup, parce que on a tendance à regretter certains choix. Et finalement, ça n'a pas de sens. Parce que quand tu fais un choix, c'est dans l'instant T. Et tu fais ce choix par rapport aux circonstances, par rapport aux connaissances que tu as à ce moment-là, en fait. Euh, donc, c'est toujours un bon choix. Tu prends toujours la meilleure option par rapport à cet instant T. Donc en fait, même si c'est 1 heure après ou 10 ans après de te dire ouais, tu n'aurais pas dû faire ça, ça n'a pas de sens parce que tu te dis ça avec tes yeux d'aujourd'hui. Donc, donc voilà, en fait, mon moi d'il y a 10 ans, je dirais juste continue, quoi. Continue, tu vas, enfin voilà, vis, et puis
continue à saisir les opportunités. Te mets pas, peut-être, oui, peut-être la seule chose que je me conseillerais, ça serait de baisser les barrières, quoi, d'avoir un petit peu moins de blocage, d'oser peut-être plus, d'aller vers, même si, voilà, moi je suis, enfin, il y a des domaines où, avec le recul, je me dis, mais tu étais complètement inconsciente. Euh, je suis partie dans des endroits où aujourd'hui, je n'irais pas, hein, c'est sûr. Je suis partie genre à 22, 23 ans, j'étais au fin fond de la Russie, j'étais à côté de la Tchétchénie, c'était la guerre, hein, c'était quelques années avant, donc c'était pas du tout stable, enfin, c'était vraiment... et moi, je suis partie un peu ne sachant pas trop où j'allais finalement, enfin, je n'avais pas cette confiance-là, quoi, si tu veux. Et voilà, c'était mon premier job à l'étranger. Et puis après, se sont enchaînées d'autres choses. Et en fait voilà, oui, avec le recul, je me dis, bah, peut-être, peut-être même, tu vois, je me trouverais plus courageuse à ce moment-là qu'aujourd'hui, peut-être. Parce que je pense que là, maintenant, avec la maternité, ça a encore changé, quoi. Donc, quand tu n'es plus tout seul, en fait, ça, voilà, ça se modifie encore. Mais voilà, je pense que je lui dirais ça, de toujours oser pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure, de te lâcher la grappe, quoi, d'arrêter de se mettre des blocages à la con de tous les côtés parce que ça fait pas avancer, quoi. Et finalement, je sais pas si on perd du temps. Ça, c'est une question philosophique, mais je sais pas si le temps, ça se perd. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, il y a peut-être des prises de conscience qui pourraient se faire plus rapidement si on se mettait pas voilà, des blocages de tous les côtés, quoi. Ouais, Voilà. super. Ça te parle? Ça me parle tout à fait. Mais je Est-ce pense que que ça, c'est juste humain, quoi. C'est même ouais, pas ni féminin ni quoi, mais c'est vraiment, ouais, c'est humain. C'est humain. C'est par rapport aux expériences, et voilà, des peurs qu'on a héritées, qu'on nous a transmises par l'éducation. Et c'est compliqué. Je pense que tout est lié finalement, parce que plus tu grandis, plus tu as d'expérience, plus tu as de recul sur les choses et plus tu arrives à analyser. Et donc, quand tu es jeune comme ça, c'est difficile aussi de se dire, bah, de prendre ce recul et de se dire euh, que, bah, que oui, voilà, des choses dont j'ai conscience aujourd'hui, voilà, de me dire effectivement que, que les choses que je pensais, certaines choses que je pensais importantes ne le sont finalement pas. Euh, ça vient avec l'expérience, quoi. Donc c'est difficile de se dire ça quand on est tout jeune. Euh, Même si peut-être qu'il y a des jeunes qui en sont capables, très, très probablement. Je pense que ça vient ouais, avec l'expérience, justement, ouais. Ouais, de se débarrasser de toutes ces peurs. Et puis c'est souvent compliqué parce que c'est pas, il y en a beaucoup qui nous appartiennent pas, qui nous ont été vraiment transmises ouais, et dont on n'a pas forcément conscience non plus. Donc, travailler là-dessus, voilà, ouais, c'est déterrer quoi, les blocages, aller regarder vraiment au fond de soi pour comprendre comment on fonctionne. C'est un travail qui est super intéressant, mais qui demande effectivement ouais, un peu d'avoir un peu vécu, quoi. D'avoir vu différentes situations sous différents angles, enfin voilà, d'avoir ouais, pas mal d'expérience. Ouais. c'est ça. Est-ce que tu as un livre, un film, un podcast ou quelque chose, quand tu l'as découvert, tu t'es dit tout le monde devrait connaître ça? Alors écoute, je pense qu'il y en a à peu près 1 milliard hein, dans chacune des catégories. Euh,
Peut-être, alors, dans les dernières découvertes, il y a un podcast qui s'appelle Méta de choc, que je trouve vraiment, vraiment génial, qui replace un peu, je trouve, ça, tout ce qui est croyance, tout ce qui est. Je crois que le sous-titre, c'est pourquoi on pense ce qu'on pense. En fait, en écoutant, alors c'est sur différents sujets vraiment super variés, mais voilà, il y a vraiment une remise en question, en fait. Et j'ai découvert ce podcast parce qu'il y a un épisode sur la parentalité positive et donc l'éducation positive bienveillante. Et donc, c'est un domaine qui évidemment m'intéresse. Et, euh, et en fait, en écoutant ça, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres gens qui pensaient comme moi. Et je me suis dit, c'est top, parce que quand on parle d'éducation positive, il y a tellement et même dans tous les domaines finalement, il y a tellement d'injonctions sur tout, quoi, vraiment. Et donc, bah, voilà, dans mon domaine, la parentalité, la maternité, ça fait partie de cette pression, quoi, justement, de se dire que, mais surtout, 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 quoi, dès que du choix voilà, de l'allaitement, des biberons, des couches, est-ce que tu prends des couches jetables, des couches lavables, en fait, c'est tellement constant, surtout après la diversification, est-ce que tu vas faire des petits pots ou tu vas faire la diversification menée par l'enfant, tu vas le laisser manger tout seul? Est-ce que dès le début, tu fais de la motricité libre, c'est-à-dire que tu laisses ton enfant apprendre à bouger tout seul? Il n'y a pas de transat, il n'y a rien. Tu le mets juste sur un coussin, un tapis, et c'est lui qui fait sa vie, quoi. Euh, ou voilà, est-ce que tu vas dans le transat, est-ce que tu fais du portage ou tu vas prendre une poussette, enfin, c'est constant, c'est constant, c'est constant. Et en fait, il y a une grosse, grosse mode ces dernières années je dis mode parce que c'est tellement utilisé par tout ce qui est. Enfin, le marketing s'en est complètement emparé, en fait, hein, parce que c'est pas une mode, parce que finalement, on revient à un état plus naturel, on va dire. Tout ce qui est portage, allaitement, c'est juste revenir un peu au naturel, quoi. Mais, euh, mais c'est le marketing, tout ce qui est autour de la puriculture, de la parentalité, quoi, tout ça, tout ce qu'on vend et il faut que tu allaites parce que c'est mieux pour ton enfant, de dire que que voilà qu'il faut laisser l'enfant découvrir le monde par lui-même, que le portage, bah, c'est la réponse à tout parce qu'il est sur sa maman et c'est tout ce qu'il veut. Et ouais, mais j'ai pas forcément envie, moi, avec ma césarienne de 18 centimètres, de porter mon môme parce que j'ai mal, quoi. Et que j'ai pas envie qu'on me culpabilise là-dessus. J'ai pas envie de l'allaiter parce que, pareil, j'ai la poitrine qui est hypersensible après la grossesse, après l'accouchement, ou pour X raisons. Même juste, j'ai pas envie. C'est une raison qui est tout à fait valable. Et ensuite, quand on rentre en fait dans l'éducation positive, ben, on se rend compte que là aussi, alors, tout ça, ça part comme d'un bon sentiment, mais finalement, ça met une pression énorme sur les parents parce qu'encore une fois, bah, il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça, il faut que ton enfant il soit heureux 24 heures sur 24, quitte à ce que toi, tu n'aies plus de vie et que tu sois en dépression parce que tu as l'impression d'être un mauvais parent, enfin, parce que tu as un peu élevé la voix, tu vois, et en fait, tu rentres tellement dans une spirale il faut bien faire que, encore une fois, voilà, c'est le parent parfait. Et, et, et dans ce podcast, dans cet épisode, ouais, parce que moi, c'était pas du tout ma vision du truc, en fait, quoi. Moi, ben, je suis pour dire que la maman, elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. Finalement, elle fait comme elle peut, et voilà. Et
dans l'intérêt de l'enfant, pour son bien-être, mais aussi pour son bien-être à elle, quoi. C'est pas une maman, c'est pas censé se sacrifier. C'est écrit nulle part. Au contraire, parce que si la maman elle va pas bien, l'enfant il va pas être top non plus, quoi. Donc faut penser même en premier à soi et ensuite à l'enfant. Et dans ce podcast, voilà, dans cet épisode sur la parentalité positive, et ben justement, c'est décortiqué comme ça, quoi, à dire que en fait, la manière dont c'est présenté, c'est tellement culpabilisant que finalement, ça a l'effet inverse, quoi. Et, euh, et ça peut même arriver à traumatiser des parents, quoi, parce que bah, c'est ça, tu es toujours dans l'idée de je fais pas assez bien, quoi. Tu vas t'imposer peut-être même voilà, de faire l'instruction en famille, par exemple, parce que tu as lu quelque part que bah oui, non, mais ton enfant, il a besoin que de toi, alors il faut que tu sois là constamment et c'est à toi de l'éduquer. Je vois très souvent sur les groupes, euh, c'est des phrases qui sont devenues maintenant tellement banales en fait que les mamans s'échangent entre elles. Euh, du style, t'es la maman, t'es la seule à savoir ce qui est bon pour ton enfant, ce genre de choses. Euh, oui, il y a une part d'instinct, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, la maman, elle a cet instinct, c'est biologique. Euh, le papa peut développer ça aussi plus tard. La maman, elle l'a en elle, plus ou moins. Je ne parle pas d'instinct maternel, mais plus d'instinct animal, en fait. Voilà, hein, pourquoi un enfant pleure? Parce que bah, c'est pour attirer l'attention. La maman, elle va produire du lait dès que son enfant pleure. C'est pas elle qui se dit, c'est vraiment animal, hein, c'est vraiment biologique. Donc, euh, il y a cet aspect-là, mais encore une fois, c'est mettre toute la pression, toute la responsabilité sur la maman, sur la mère, voire sur les parents. Parce que, voilà, c'est quand même en majorité les mamans qui vont rester à la maison et qui vont éduquer les enfants. Il y a des papas qui le font, évidemment. Je ne minimise pas. Et cette parentalité positive, la parentalité positive, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est justement de sortir peut-être de la vieille école, des punitions et tout ça, mais pour revenir dans un système qui est bon pour tout le monde, pour toute la famille, pas juste pour l'enfant, pas tout donner à l'enfant. C'est pas ça la parentalité positive. Et voilà, en écoutant ce podcast, en fait, cet épisode-là en particulier, ça m'a vachement rassurée. Je me suis dit, mais que voilà, ouais, je suis pas toute seule et que ça a un sens finalement, ce que je me disais moi dans ma tête, que oui, ça a du sens. Du coup, j'ai commencé à en écouter plein d'autres. Et c'est vraiment sur plein de sujets très différents. Et c'est hyper intéressant, voilà, de voir un autre point de vue, quoi. C'est une espèce de décortiquage, en fait, de tout ce qu'on croit savoir, tout ce qu'on a, pourquoi on pense qu'on pense, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Ouais, et tu te rends compte que finalement, tu penses ça parce qu'on te le matraque du matin au soir et que tu as intégré l'idée, alors que finalement, c'est pas ce que tu penses, quoi. C'est pas toi, naturellement, tu penses pas comme ça. Donc, il y a ce podcast-là, Méta de choc. Et puis, pour les mamans, il y en a deux. Il y a Matrescence et puis il y a Bliss Stories. Alors, Matrescence, ça va être c'est très grossesse et puis, pardon, périnatale, hein, donc pour les tout jeunes enfants, quoi, vraiment tout jeunes, les nourrissons. Et, euh, Bliss Stories, ça va être dès la grossesse, mais jusqu'à un peu plus tard, en fait. Il y a plein d'histoires de maternité, voilà, qui sont très différentes. On parle de plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a aussi bah, les différents
profil de maman, j'ai envie de dire. Voilà, des mamans qui sont en couple hétérosexuel, homosexuel, des mamans qui ont eu une insémination. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément, énormément de profils différents. Et donc, elles parlent de leur maternité, quoi. Donc, c'est super intéressant à écouter parce que ça permet encore une fois, voilà, d'avoir un regard sur plein de choses parce que dans une vie, tu peux pas vivre tout ça, quoi. Et voilà. Donc, c'est hyper intéressant d'écouter les autres parler. Voilà. Pour les podcasts. Alors, pour le reste, il faut que je réfléchisse. Excuse-moi. Dans les livres, les livres, c'est compliqué parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont. Euh, J'essaie de te trouver un pas trop spécialisé, mais quand même. On en parle beaucoup, c'est les accords Toltec. Ça, c'est quelque chose on va dire, ça fait partie des fondements du développement personnel. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu d'intéressant? Il y a tous les bouquins d'Isabelle Filiosa, donc ça va être concerné vraiment justement l'éducation positive. C'est une dame qui est très, qui sait de quoi elle parle, voilà. Et donc, c'est vraiment c'est pareil, ouais, c'est un regard très intéressant sur ça. Et puis, elle donne beaucoup de conseils très concrets et tout. Donc, pour les mamans, peut-être enfin, les parents en général, qui sont, qui veulent faire un peu autrement, on va dire, que peut-être ce qu'elles ont connu elles ou une éducation un peu plus classique, entre guillemets. Voilà, Isabelle Filiosa, c'est une référence. Euh, et puis après, je sais pas, dans les films, il y a une série là, dernièrement, une série qui m'a beaucoup touchée, qui est pour le coup pas très joyeuse, hein, donc si vous êtes un peu dans un mood pas top, faut pas regarder en ce moment. C'est une série qui est passée sur Arte. Alors, je sais pas si elle est encore disponible. C'est une série japonaise qui est très courte, hein. Je crois qu'il y a que 6 épisodes ou quelque chose comme ça. Et ça s'appelle, c'est la maison du bas de la rue, ou quelque chose comme ça. Oui, la maison en bas de la rue, ou quelque chose comme ça. Et ça parle de l'infanticide. Et en fait, de ça, du poids de la société sur la mère, quoi, de tout ce dont je parle depuis le début, quoi, de tout ce qui est, voilà, comment on doit être la mère, puis ce qu'elle s'impose à elle-même aussi, jusqu'à en arriver à finalement l'infanticide parce que elle ne sait plus quoi faire. Donc voilà, elle est tellement acculée en fait que voilà, elle en arrive à ce geste et en fait c'est son procès et donc on remonte toute l'histoire et c'est voilà, cinéma japonais, donc c'est une ambiance particulière. Et en fait, je trouve que c'est une série qui montre bien ça, ce mécanisme de la descente, quoi. La descente, c'est très progressif, c'est vraiment très progressif. D'une maman qui rentre de la maternité, qui est aux anges, voilà, qui a son bébé dans les bras, qui est super contente et qui petit à petit perd pied, quoi, parce que tout ça, elle se rend compte que voilà, qu'elle est toute seule, qu'elle ne sait pas faire, qu'on attend des choses d'elle dont elle ne se sent pas forcément capable, qu'elle n'a pas envie de faire, et voilà, et petit à petit, ça se désintègre complètement, quoi. Donc, c'est un sujet dont on ne parle pas, parce que c'est vraiment, voilà, la maman, c'est pas l'image qu'on veut véhiculer, en fait. Donc,
La maman, elle doit être enjouée, elle doit être bienveillante, elle doit être voilà, douce, nourricière, etc., etc. Et même si on sait que voilà, c'est pas comme ça 24 heures sur 24, je veux dire, on a tous nos moments où on est, tout ça, mais pas en même temps et pas constamment, quoi. Et, euh, et donc voilà, c'est une série vraiment moi en tout cas, et je ne suis pas la seule, parce que justement, je fais des recommandations sur ma page pour justement la question que tu me poses. Donc tous les samedis, je recommande soit un film, un livre ou un podcast, ou voilà, quelque chose qui m'intéressait. Euh, j'avais parlé de cette série, et donc j'ai eu des retours voilà, de maman qui me dit ouais, bah, voilà, ça te met un coup de poing dans l'estomac, quoi, en fait, parce que autant, alors, des mamans qui n'ont pas vécu ça forcément et qui me disent qu'elles n'avaient pas conscience bah, que ça pouvait être si dur. Et puis, d'autres mamans qui ont elles-mêmes voilà, eu l'expérience d'une maternité au début un peu compliquée et qui se sont retrouvées dans certains aspects du personnage, quoi. Voilà, et qui se sont dit peut-être que bah, finalement, il manquait pas grand-chose pour qu'elle glisse, quoi. Et peut-être pas en arriver à l'infanticide, mais en tout cas voilà, qu'elle lâche prise, quoi, qu'elle elle-même, peut-être qu'elle tombe en dépression, ou voilà, la ligne, elle est vraiment très très fine, quoi. On ne permet pas aux mamans d'exprimer leur mal-être. Euh, quand une maman va vous dire bah, je suis fatiguée, voilà, c'est dur, ouais, j'ai juste envie de me barrer, quoi. On va tout de suite lui dire mais tu sais, c'est normal, mais voilà, il est petit, ça va passer, voilà, la petite tape dans le dos, puis t'inquiète pas, quoi. Et en fait, on n'écoute pas ces femmes, on les écoute pas. Et alors oui, dans certaines situations, eh ben, effectivement, ça passe et puis bon, ça s'arrange. Et puis dans d'autres situations, ça s'empire parce que ça s'accumule et que voilà, on leur permet pas de vider ça. Elles gardent en elles et puis elles font que rajouter, rajouter, rajouter. Et c'est un moment où ça pète. Donc ça pète de différentes manières, mais je pense que c'est peut-être quelque chose sur lequel on devrait travailler en tant que société, quoi, d'ouvrir un peu le dialogue sur ça, quoi. Sans parler de thérapie ou quoi, mais vraiment de permettre, même au sein de la famille, de dire les émotions, de dire bah, quand ça va pas, de la même manière qu'on dit quand ça va, et puis d'écouter. Voilà. Ouais, je pense que ça serait ça. Donc, ouais, la maison du bas de la rue en série, en film, mais moi, je suis plus facilement touchée en fait par des sujets un peu durs, un peu, je sais pas, on va dire cérébraux, des choses qui vont un peu, voilà. Donc, c'est pas, en général, c'est pas très rigolo à regarder, quoi. Mais j'ai pas de films qui me viennent en tête là. Euh, non, il y a des films qui sont, voilà, je sais pas, par exemple comme Into the Wild, pour parler d'un sujet complètement différent, le film de Sean Penn, où voilà, c'est une histoire vraie en plus, hein, le, le personnage principal qui est parti tout seul en Alaska et puis pour se découvrir, et puis voilà, il y est resté. Mais ça, c'est un film qui est intéressant justement sur la découverte de soi et puis sur la découverte de soi par rapport aux autres. En fait, on est des animaux sociaux, quoi. Donc, même si on a l'impression qu'on est bien tout seul, on a quand même besoin des autres pour fonctionner. Mm. Et voilà, pour pas dévoiler le film, je n'en dirai pas plus, mais c'est ça, c'est se rendre compte que
qu'il y a un moment où il faut savoir aussi demander de l'aide, faut savoir aussi partager quoi, avec les autres, hein, même quand c'est pas facile. Et toujours, c'est une conversation que j'ai eue avec mes mamans là, cette semaine, toujours entretenir le dialogue, toujours. Même si ça se passe pas bien, même s'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, jamais couper le dialogue, toujours avoir ce lien avec les autres, parce que c'est salvateur finalement. Voilà, même s'il y a des moments où ça se passe pas bien, où il y a des disputes, où c'est plus tendu, n'empêche que quoi. C'est super important de garder ça à tous les niveaux, quoi, que ce soit au sein de la famille, dans le travail, même en allant acheter le pain. C'est important de nouer quelque chose avec les autres. Des relations plus ou moins fortes, évidemment, hein, on ne va pas être intime avec tout le monde, mais ça apporte. C'est quelque chose qui nourrit, en fait, de se lier comme ça aux autres, euh, dans une certaine mesure. Voilà, encore une fois, c'est personnel. Les gens qui sont introvertis vont évidemment chercher moins d'interaction, mais ça n'empêche pas d'en avoir quand même quelques-unes. Et garder ce dialogue, entretenir le dialogue, ça permet pardon, de résoudre pas mal de choses, quoi. Euh, Même à son propre niveau, en fait. En échangeant avec les autres, c'est un peu comme si on se regardait dans un miroir, quoi. Ouais. Donc, ça permet de se rendre compte par le discours de l'autre. Quand quelqu'un parle, parfois ça nous ramène à quelque chose. Voilà, on se dit, ah tiens, ouais, moi aussi. Euh, et parfois, quand c'est quelque chose qui nous est étranger, ça nous ouvre un peu sur autre chose, quoi. Ça ouvre le point de vue. Et je pense que c'est toujours intéressant. Comme il n'y a pas de la même manière qu'il n'y a pas comment dire, on fait pas, il n'y a pas d'échec dans ce qu'on fait. On peut faire des erreurs et voilà, mais on va en apprendre quelque chose, quoi. Donc il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est vraiment de laisser tomber, quoi. C'est de ne rien faire. Euh, donc, pareil, dans des conversations, dans un dialogue, même si ça amène à une dispute ou même si c'est une conversation super euh, légère, très superficielle, quelque chose, ça peut amener quelque chose. On peut se dire 2 jours après, ah bah tiens, tu vois, le truc qui était sans importance que j'ai entendu, finalement, aujourd'hui, ça me ramène à autre chose, quoi. Et voilà, je pense que c'est quand même, même et peut-être notamment avec des gens qui sont assez différents de nous, peut-être, euh, voilà, ça permet d'ouvrir son esprit et voilà, entretenir le dialogue, ouais, vraiment entretenir le dialogue. Donc, Into the Wild, ouais, c'est ça. C'est pas se dire que j'ai besoin d'être avec moi-même et d'être tout seul au fond d'une forêt, quoi. C'est peut-être un temps, mais évidemment, faut savoir se recentrer et voilà, se regarder, prendre des temps comme ça de silence. Mais on est quand même connectés tous les uns avec les autres. Donc, ouais, faut entretenir ça, quoi. Voilà. Et voilà, et je pense que c'est tout parce que en fait, vraiment, il y en a 1 milliard, hein. Donc, ça, si je commence tu sais, je me dis, bon, ah, mais si, il y a ça, mais non, 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 allez, on passe. Donc, je pense que voilà, on va juste s'arrêter là. Même sur le développement personnel, il y en a des dizaines, des bouquins qui sont super intéressants, quoi. Après, il y a aussi différents domaines. Enfin, c'est pas, les sujets sont très différents, très vastes. Donc, euh, ouais, non, je sais pas. Les accords Toltec, ouais, c'est assez général pour que ça parle à peu près à tout le monde. Ouais. Ouais. Et il y en a 5, hein, parce que les gens pensent qu'il y en a 4, mais non, il y en a un cinquième. Donc, Génial. Merci pour toutes ces idées, du coup. je Euh, t'en prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir passer sur cette interview?
Quelqu'un que j'aimerais voir passer sur cette interview. Alors, attends. Euh, J'ai une copine, ouais, une copine qui est coach, qui aide les dames à trouver des messieurs, voilà, à trouver l'amour. Et je pense que sur cette question de confiance en soi, d'image de soi, elle devrait avoir des réponses plutôt intéressantes. Ouais, ouais. Ça marche. Si tu veux, je te donne son nom tout à l'heure. Ouais, Voilà, si tu as voilà, envie de la contacter. ça marche. On arrive à la fin du coup de cette interview. Ouais. Est-ce que tu as un dernier message, dernier conseil à faire passer aux personnes qui auront regardé l'interview jusque-là? Alors, qu'est-ce que je n'ai pas déjà dit? Je fais des phrases fourre-tout, moi. C'est des réponses où il y a un peu de tout. Non, de mon expérience d'être humain, voilà, j'ai fêté mon 41e anniversaire, de mon expérience de maman, de coach, et puis même de plein d'autres choses avant ça. Je pense que oui, ce que j'ai compris en faisant tout ça, c'est cette question donc, de la communication. Je pense que ça, c'est vraiment étant moi-même introvertie quand j'étais plus jeune, je n'avais justement pas du tout confiance en moi et j'avais développé une forte timidité. Donc, j'étais très souvent renfermée sur moi-même, quoi. Et aujourd'hui encore, hein, j'apprécie, hein, moi, j'aime être seule, j'aime être dans mon cocon, mais j'ai compris ça, qu'on n'est rien sans les autres, en fait. Voilà. De la même manière que il n'y a pas de bonheur sans malheur et que voilà, la vie, c'est jamais noir ou blanc, quoi. Tout est une histoire d'équilibre. Donc, il faut toujours du plus et du moins pour que ça tienne la route, quoi. Et vouloir fuir, en fait, ce négatif, enfin, ce qu'on appelle du négatif, ou ce moins bien, finalement, c'est pas se rendre service. Pour revenir aux inventions, voilà, quand on entend dans le domaine notamment du coaching, hein, deviens la meilleure version de toi-même, ou voilà, des trucs comme ça, euh, bah, ça envoie pas le bon message finalement, quoi, parce que tu es déjà super comme t'es, quoi. Mhm. Et c'est pas ça l'idée, c'est pas de devenir meilleur, en fait, d'exploiter ce que tu as déjà en toi, quoi, et d'en tirer le maximum pour faire ce que tu as envie de faire. De te rendre compte ouais, que t'es assez comme t'es, quoi. Et que ce qui te manque, c'est juste des compétences et que ça s'apprend, c'est pas fondamental. Et voilà, se rendre compte de ça, que on a tout est en nous, quoi. Ça, c'est la PNListe qui parle, mais vraiment, toutes les ressources sont déjà en nous, en fait. Il suffit vraiment d'aller les chercher. Et ouais, on est capable, quoi. On est capable. Donc, même là, encore une fois, voilà, entretenir le dialogue avec soi-même, avec pas avoir peur de se regarder et les parts d'ombre comme les parts de lumière, parce qu'il faut les deux, quoi. Il faut les deux. C'est OK de pas aller bien toujours, et voilà, d'avoir des jours où t'as pas envie d'ouvrir les volets, et d'autres jours où tu as envie d'hurler que la vie est magnifique et que on est tous un peu bipolaires, je pense, hein, mais ouais, c'est important d'avoir les deux et c'est important de partager les deux, quoi, de donner la possibilité d'exprimer les deux. Donc, voilà, je pense que si on fait tout ça chacun à notre échelle, notamment par rapport à nos enfants, leur apprendre à décrypter ça, à décrypter leurs émotions, de leur apprendre que bah,
ils ont le droit d'avoir peur, ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit d'être en colère, que c'est tout ça, c'est même pas un droit, c'est que c'est normal, quoi. C'est juste normal. Donc, d'arrêter d'essayer de formater tout le monde et de faire rentrer dans des cases qui n'ont pas de sens, quoi, finalement, parce que l'humain, c'est pas une machine, quoi. Donc, on peut pas, on peut pas correspondre à des critères comme, voilà, comme sur un mode d'emploi, quoi. On n'est pas tous pareils et c'est ça qui est beau, ouais. Donc, voilà, ouais, la seule chose à dire, c'est ça, c'est de la parole, libérer la parole, permettre la parole et s'écouter soi-même, écouter les autres, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On ne fait pas, on n'écoute pas les autres. Donc, permettre ça, quoi, voilà, une meilleure communication. Voilà. Génial. Merci beaucoup, du coup, Qui pour... passe aussi par l'image, évidemment, de temps en temps. Mais ouais, la communication, bah, elle est vaste, la communication, en fait, hein. Elle est très, très vaste. Même quand ce qu'on dit aussi en PNL, on ne peut pas ne pas communiquer. Parce que même quand tu communiques pas, tu communiques, finalement. Tu envoies le message que tu veux pas communiquer, donc tu communiques forcément. Oui. Et ouais, et je sais pas, on a un peu perdu ça, et puis en même temps, ça a peut-être un peu pris une autre forme parce que bah, les moyens de communication ont changé aussi, voilà, et le rapport à l'image, quand on parle aussi des réseaux sociaux, euh, c'est un gros morceau, quoi. Moi, j'appréhende, mon fils a 2 ans et demi, donc il n'est pas du tout, on n'est pas dans les écrans et tout ça. Mais j'appréhende un peu, quoi, parce que bah, je ne sais pas à quoi ça va ressembler quand lui il sera en âge. Il va me dire, il y a un moment où il faudra bien voilà, en passer par là. Et, en tant que parent, c'est flippant, quoi. C'est flippant parce que c'est tellement dévié, c'est tellement. Vraiment, je parle du rapport à l'image, quoi, hein, des filtres Instagram à même ce que finalement tu veux devenir dans la vie, quoi, parce que voilà, il y a des enfants maintenant qui veulent devenir vedettes de télé-réalité ou, je sais pas, influenceurs. Oui, il n'y a pas de sous-métier, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça, quoi, finalement, en fait, qu'est-ce que ça amène? C'est encore une fois énormément de pression. euh, de, 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 enfin ouais, de responsabiliser quasiment à 100% son image, de tout faire passer par l'image, quoi. C'est super, je sais pas, je trouve ça un peu angoissant, voilà. Mais bon, c'est mon avis. Donc voilà, pour couper court, bah, c'est ça, la communication, voilà, quelle qu'elle soit, l'entretenir et puis essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus vraie possible, quoi, la plus naturelle possible. Voilà. Merci, du coup, pour cet échange et pour ton temps. Bah, C'était merci à toi. ultra enrichissant. Merci. Je mettrai tes liens, du coup, dans la description Ok. pour que les gens Mhm. puissent venir voir ce que tu fais ou te contacter s'il y a des questions suite à l'émission. Super. Avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Ouais.